Construire sa gamme de pain en levain. Dans cette partie, nous allons voir comment constituer votre gamme de pain en levain et créer vos recettes. Alors on va attaquer tout de suite sur la fiche de révision que vous aurez en PDF. Alors tout d'abord, je vais vous donner le conseil le plus important que vous devrez suivre pour n'importe quel type de gamme. Restez simple. Ça paraît facile et con dit comme ça, mais je peux vous assurer que quand une boulangerie commence à marcher, que les produits commencent à s'empiler et qu'on commence à se retrouver avec une cinquantaine, voire une centaine de produits à produire, ça commence à devenir vraiment compliqué. J'ai vu beaucoup de boulangeries se casser la gueule aussi en voulant tout faire. Du pain, des pâtisseries, des sandwichs, des burgers, des tacos et j'en passe. Alors qu'on soit bien clair, si vous voulez marcher, il va falloir toujours rester simple dans sa gamme. On veut pas beaucoup de produits, mais on veut des produits qualitatifs. Donc mon premier conseil et le plus important, ça va être de commencer simplement. Alors si vous avez déjà une gamme existante, je vais plutôt vous conseiller de simplifier votre gamme. Je suis sûr qu'il y a des produits dans votre gamme que vous pourrez retirer. Que ce soit des produits qui se vendent mal. Par exemple des pains spéciaux, si vous vendez que 2 maïs ou 2 seigles par jour, vous pouvez les retirer. C'est pas des produits qui vous font vivre. Donc on supprime tous les produits qui marchent pas bien. Tous les produits qui sont compliqués à faire et qui ont beaucoup de problèmes de production. Typiquement, si vos employés galèrent sur un produit depuis des semaines ou des mois, n'hésitez pas à le retirer. Refaites des tests petit à petit si vraiment c'était un produit qui marchait pour refaire un procédé de fabrication, mais ne gardez pas ce produit à la vente s'il n'est pas fonctionnel. Ensuite, si vous débutez, je vous conseille de commencer par 3 à 5 pains maximum. On pourra augmenter par la suite, mais au début, je veux 3 à 5 pains maximum et des recettes bien travaillées que vos concurrents n'ont pas. Ça veut pas dire que si votre concurrent fait un pain au maïs, vous pouvez pas faire de pain au maïs, mais vous devez vous différencier des boulangeries aux alentours. Donc typiquement avec 3 pains dans une gamme, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir à un pain blanc, à un pain semi-complet, à un pain complet. Le pain blanc, vous allez pouvoir le décliner en plusieurs produits. Des baguettes, des gros pains, des paillasses. Le pain semi-complet, ça peut être un pain de campagne, un pain aux noix, un pain aux figues. Et pareil, vous allez commencer par un pain classique que vous allez pouvoir décliner par la suite en plein de recettes différentes. Vous allez pouvoir prendre votre base de pain de campagne pour en faire un pain aux noix par exemple, un pain aux graines, un pain au fromage. Vous pourrez en faire énormément de choses. Et dans les prochaines versions de la formation, je vous donnerai énormément d'idées. Donc on commence par un pain simple, une saveur qui est connue de tous. Ensuite, votre troisième pain, ça pourrait être un pain complet. Un pain par exemple un petit peu plus travaillé avec des farines intégrales, où vous allez utiliser très peu de pétrissage, où vous allez rajouter peut-être quelques graines et que vous allez valoriser de par ses caractéristiques. Voilà donc pour ce premier point. Ensuite, évitez la surcharge. C'est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous allez commencer par exemple avec 3 à 5 pains et puis ensuite, vous allez commencer à rajouter des pains au fur et à mesure. Mais vous ne devez pas empiler à chaque fois les produits les uns sur les autres. Au bout d'un moment, votre gamme va être surchargée. Et régulièrement, vous allez devoir faire un tri dans votre gamme et enlever les produits qui se vendent moins bien et les remplacer par des produits qui vont se vendre un peu mieux. Donc en gros, votre gamme doit rester toujours claire et visible. Vos meilleures ventes vont former la base de votre offre. On va appeler ça les pains piliers. Si vous avez trop de références, vous aurez une production trop compliquée, vous allez avoir des clients qui sont perdus devant trop de choix. Et je dis pas que les ventes vont baisser, mais le chiffre d'affaires ne sera pas optimisé. Alors pour en venir au point numéro 3, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il va falloir créer du dynamisme dans votre gamme. En gros, quand vous aurez fait la base de votre clientèle, que vous aurez fait la base de vos produits et que déjà votre gamme tourne avec des pains qui plaisent, on va commencer à ajouter une catégorie de pains variables. Alors qu'est-ce que j'appelle une catégorie de pains variables? Ça va être des pains qui vont changer régulièrement. Premier point, nouveauté régulière. C'est ce qu'on vient de dire. Deuxième point, ça va être souvent des produits de saison. C'est des pains qui vont très bien se vendre, mais à une certaine saison. Par exemple, le pain à la courge, je sais que ça se vend très bien en septembre, octobre, novembre. Après, quand les fêtes commencent, les ventes commencent à diminuer. On va plutôt passer sur du pain à la châtaigne, par exemple. En été, on va plutôt vendre peut-être des pains à la tomate, des focaccia aussi, par exemple. Donc, vous allez avoir toute une gamme de produits de saison qui va se faire au fur et à mesure des années et que vous allez refaire d'année en année s'ils ont bien marché. Donc, c'est ce que je dis en troisième point. C'est des recettes qui sont réutilisables plus tard et si elles ont bien marché. Ça va servir à ce que les clients ils ne se lassent pas de vos produits. Mais ça ne doit pas surcharger la production. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, voire une cinquantaine de produits selon vos capacités de production et la taille de votre magasin. Mais une fois que vous aurez atteint votre capacité maximum, vous ne pourrez plus rajouter de produits sans avoir à proposer aux clients trop de choix. Au bout d'un moment, forcément, le client va délaisser des produits pour d'autres. L'intérêt de faire une gamme variable, c'est que vous allez avoir des nouveautés un petit peu tout le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir votre gamme de base qui va faire la base de votre production
Et après, vous allez avoir votre gamme variable qui va venir faire vraiment la rentabilité, le dynamisme du chiffre d'affaires. L'intérêt pour le client, c'est que quand il vient dans votre boulangerie, il saura qu'il y aura certains produits qui seront toujours disponibles, qu'il aura l'habitude de prendre et que si besoin, il y aura toujours un produit qui sera attirant et qui pourra lui faire changer un peu de goût, un peu de saveur. Et vous allez voir que les clients sont très friands de ça. L'intérêt que ça va avoir sur votre chiffre d'affaires, c'est que vous allez avoir à chaque fois beaucoup de ventes au début. Et puis après, ça va se stabiliser et baisser un petit peu pour ensuite s'effondrer. Il ne faut pas attendre que ça s'effondre. Vous devez atteindre le pic et quand ça commence à redescendre et que vous voyez que le produit commence à plus faire d'effet, on coupe, on arrête le produit et on passe à un produit suivant. On remplace. Et donc vous aurez toujours le même nombre de produits, mais par contre, votre gamme va se renouveler tout le temps, petit à petit. Et peut-être qu'il y a des produits qui sont dans votre gamme de base qui, au bout d'un moment, vont un peu moins se vendre et qu'il y aura un produit dans votre gamme variable qui va pas arrêter de se vendre. Et bien, si vous êtes dans cette situation, vous pourrez switcher, enlever votre produit de la gamme de base qui commence à plus bien marcher, le remplacer par un produit qui marche bien de la même catégorie. Donc, si vous enlevez un pain complet ou un pain semi-complet de votre gamme de base, par exemple, vous allez rajouter par un pain semi-complet. Ensuite, on va voir comment introduire les nouveautés. Alors, ce que je vous conseille, c'est maximum un nouveau produit par semaine. Hors fait, si vous arrivez à faire un produit par semaine, c'est pas mal. Par contre, il faut faire des produits travaillés. Ce que je vous conseille, c'est de mettre à contribution vos équipes, de laisser les apprentis faire des tests, même les tests pas concluants. Vos employés, ça va les régaler. Et en plus, ça va vous permettre de rajouter des produits petit à petit. Vous ne commercialisez que le meilleur des tests. Et si jamais vous n'avez pas la capacité de faire un produit par semaine, c'est pas grave. Le tout, c'est de garder quand même du dynamisme. Donc après, je vous conseille de garder les produits qui fonctionnent le mieux, de faire régulièrement du tri dans la gamme, ça on vient de le dire. Observez bien vos ventes. On retire vite ce qui commence à pas fonctionner. Généralement, vous allez le voir. Si vous marchez bien, qu'il y a beaucoup de clientèle qui vient, mais qu'il y a un produit particulièrement où les ventes commencent à baisser, à part si c'est vraiment un produit auquel vous tenez, que vous comptez garder dans la gamme, je vous conseille de le retirer assez vite. Donc on retire, on remplace, on garde bien une traçabilité des recettes si un produit a bien marché pour pouvoir le ressortir plus tard. Et un dernier point très important, ça va être au niveau de la saisonnalité. Il y a des boulangeries qui marchent bien l'été, il y en a qui marchent pas du tout l'été. Il y a des boulangeries qui marchent bien pendant les fêtes et j'ai vu des boulangeries qui ne marchaient pas pendant les fêtes. Donc en fonction de votre saisonnalité, il va être important de calibrer votre gamme. L'idée, c'est pas de rajouter des produits quand vous avez des creux de clientèle, mais de rajouter des produits quand justement vous avez des périodes où vous avez beaucoup de clientèle. Après, je tiens à nuancer ce propos. Il existe des techniques pour dynamiser sa gamme même quand on ne marche pas, mais c'est des techniques plus poussées et que je vous présenterai dans une autre formation. En gros, vous allez aller chercher la clientèle où elle est. Par exemple, si en été vous marchez pas, mais que dans votre région il y a du tourisme, vous allez chercher à vendre aux touristes ou alors à vendre aux entreprises qui vendent aux touristes. Si vous marchez pas, par exemple, pendant les vacances scolaires, demandez-vous à cette période qui je pourrais toucher de plus. Et une dernière chose pour clôturer, les périodes de creux, ça sert aussi à se reposer. Vous pouvez en profiter pour reposer vos équipes, pour faire des tests pour plus tard, et vous devez en profiter pour gérer toutes les petites choses que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal. Donc prenez aussi du temps pour vous reposer. Si vous êtes fatigué, vous serez moins performant. Donc on y reviendra plus tard, mais la santé est un point très important et savoir faire des pauses aussi est un point important. Alors quelques conseils supplémentaires. Équilibrer les catégories. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu, mais il va falloir rester cohérent. Si c'est plutôt le semi-complet qui va marcher, faites 3 à 5 pains complets différents. On rajoute des produits là où il y a une forte demande, on baisse là où il y a une faible demande. On adapte la taille de la gamme à la production. Comme dit ici, c'est inutile d'avoir 15 produits si on est seul à les produire. Alors, je n'en doute pas, il y en a certains qui seront capables de le faire. Mais le but, ce n'est pas de se tuer au travail. Le but, surtout, c'est de faire de la qualité. Faire 15 produits différents de qualité, ça va vous demander beaucoup de ressources. Alors que faire 5 à 10 produits, ça vous fera autant de chiffre d'affaires pratiquement. Vous pourrez les vendre un peu plus cher et vous vous fatiguerez moins. Bien évidemment, on met en avant nos produits piliers bien visibles dans le magasin. On va valoriser les nouveautés. Donc, vous pouvez mettre des affiches dans votre magasin. Ce qui va très bien marcher aussi, c'est d'organiser des dégustations. Alors, soit vous organisez des dégustations, par exemple le soir, où vous allez inviter votre clientèle à déguster un nouveau produit, par exemple. Soit vous pouvez proposer des tranches de votre nouveau pain, par exemple, à tous les clients qui vont passer dans votre magasin le premier jour de sa création pour vraiment faire découvrir ce pain à tout le monde. Et bien évidemment, la communication. Alors, de nos jours, la communication, ça se fait sur Internet. N'allez pas mettre du courrier dans les boîtes aux lettres. N'allez pas mettre des flyers sur des pare-brises ou les distribuer dans la rue. Vous allez perdre votre temps. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces. Alors, ensuite, on va travailler l'identité de notre gamme. Vos pains vont refléter votre style. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire le concept de votre boulangerie, vous voulez une boulangerie bio, vous voulez une boulangerie au blé ancien, vous voulez une boulangerie uniquement sur une meule de pierre, vous voulez une boulangerie avec des produits très raffinés, très travaillés. Il va falloir que vous restiez cohérent entre l'identité que vous voulez donner à votre boulangerie et l'aspect de vos produits. Quand le client rentre dans votre boulangerie, il doit comprendre
où est votre spécialité, on doit le reconnaître tout de suite. Et dernièrement, faites participer vos clients, demandez-leur leur avis, créez du lien, organisez des dégustations, organisez peut-être des formations, des journées découvertes pour les enfants ou pour les plus grands. Essayez de créer un maximum de liens avec votre clientèle. Ensuite, on va voir comment créer une recette de pain au levain. Alors déjà, on va commencer par la base. Premièrement, on va se demander qu'est-ce qui manque dans votre gamme. Donc par exemple, si vous avez déjà développé une bonne gamme de pain blanc et une bonne gamme de pain semi-complet, demandez-vous, est-ce que je peux pas rajouter un pain complet? Ou est-ce que je peux pas rajouter un blé ancien par exemple? Essayez d'aller voir sur internet, de choper des idées à droite à gauche. Qu'est-ce que vous aussi vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Qu'est-ce que vous achèteriez? Ensuite, on va se demander, est-ce qu'avec son idée, on peut pas tester avec une base qu'on a déjà? Par exemple, si vous voulez faire un pain aux noix et que vous avez déjà du pain de campagne, vous pouvez prendre votre pâte de campagne et mélanger les noix avec. Inutile peut-être de créer une recette spécifique au pain aux noix. En tout cas, c'est à tester. Peut-être que vous voulez un pain beaucoup plus travaillé. Et là, vous chercherez à créer une recette de A à Z. Mais on va déjà se demander ça. Ensuite, si on n'a pas encore de base, vous pouvez vous reporter aux recettes que vous aurez plus bas, ici. Et si vous voulez innover, n'hésitez pas à aller sur Internet, à regarder un peu partout, essayer de trouver de l'inspiration. Maintenant, vous allez sur Instagram, vous voyez énormément de boulangeries qui partagent ce qu'ils font. Donc, vous allez pouvoir piquer des idées à droite à gauche. Ensuite, pour créer notre recette, la première chose, et la plus importante, ça va être la farine. C'est ce qui va définir notre type de pain. Si vous faites une recette avec de la farine blanche, ça sera un pain blanc. Si vous faites un pain à la farine complète, ça sera un pain complet. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez du très complet, vous allez partir sur de l'intégral. Si vous voulez du très très complet, vous allez faire de l'intégral au levain de seigle. Si vous voulez un pain plutôt aéré, peut-être que vous allez partir sur des farines blanches ou des farines à la limite semi-complètes. Donc voilà, le choix de la farine détermine la texture et le profil du pain. Ensuite, les ingrédients complémentaires. Alors le sel, c'est obligatoire. Je pense qu'on a tous mangé un pain sans sel, c'est dégueulasse. Donc personnellement, je reste toujours à 18 grammes au kilo de farine. C'est la quantité maximum réglementaire. Et ensuite, je vais rajouter le levain qui ne sera pas salé et qui du coup va diluer un peu. Donc on va tourner peut-être à 16-17 grammes au kilo au final. Et je tiens à préciser que le pain au levain a beaucoup de goût. Donc vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de sel. Après, vous allez avoir des ajouts possibles. Ça peut être des graines, des fruits secs, des fruits à coque, du fromage, des légumes, ça peut être n'importe quoi. Vous allez pouvoir trouver 1 million d'idées différentes sur Internet. Maintenant, n'oubliez pas mon premier conseil. Restez simple, ça doit être un pain assez facile à produire et dans vos cordes. Maintenant, 4e point, testez et ajustez l'hydratation. Alors le deuxième ingrédient indispensable au pain, ça va être bien sûr l'eau. Donc, il va falloir déterminer le taux d'hydratation idéal. Ça va dépendre de la farine, ça va dépendre du procédé de fabrication, de l'humidité qui fait dans votre laboratoire. En règle générale, au bout d'un moment, vous allez connaître vos farines. Donc si vous savez que votre T65 par exemple s'hydrate à 65 ou 70%, vous savez à peu près les quantités que vous allez mettre dans votre pain. Ensuite, quand vous aurez l'habitude, vous saurez à peu près la texture de pâte que vous voulez. Est-ce que vous voulez une pâte plutôt ferme? Est-ce que vous voulez une pâte plutôt liquide? Ça sera à vous de voir en fonction du produit que vous allez créer. Je vous conseille au début de pas partir sur des hydratations trop fortes. Restez à peu près aux hydratations que vous connaissez, voire un tout petit peu moins pour les premiers tests. Et voyez comment ça rend et après vous ajusterez. Choisir le levain. Alors là, je vous renvoie vers la partie précédente qui vous explique tous les types de levain. Personnellement, dans une production, je fais un gros levain de seigle liquide en règle générale que je vais décliner en plein de petits levains pour des produits plus spécifiques. Mais je vais utiliser principalement du levain de seigle liquide. Maintenant, ça va peut-être pas être votre façon de travailler. Vous pouvez peut-être choisir d'utiliser la même farine pour le levain et pour le pain. Par exemple, un blanc en T80 sur meule de pierre, je vais aussi le faire dans un levain de T80 sur meule de pierre. Utilisez la même farine. J'aurai donc mon levain chef que je vais décliner en plein de levains différents. Ça sera à vous de voir quelles caractéristiques vous voulez donner à votre pain. Ensuite, on va passer aux exemples de recettes. Alors, pour le pain blanc, je vous ai mis 3 caractéristiques différentes. Une pâte très blanche, très aérée. Vous avez les proportions ici, pour quel pain c'est idéal, et les exemples de recettes. En gros, c'est des exemples des proportions citées ici. Ensuite, pâte blanche. Donc là, on va être sur un tout petit peu plus complet. Là, on va être vraiment sur de la T65. Il y en a une au levain de T65, une au levain de seigle. Moi, en règle générale, la recette que je conseille, c'est celle qui est optimisée. C'est celle avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Si vous voulez, les proportions que moi j'utilise. Là, idéal pour, comme plus haut, les exemples de recettes. Voilà. Pâte blanche à fort caractère. Alors là, on va être sur, par exemple, quand je veux faire du pain blanc, sur meule de pierre. On l'a dit dans la partie précédente, ça n'existe pas vraiment les T65. Donc, on va partir sur de la T80 pour faire du blanc, 100% T80. Là, vous avez une technique,
levain T80, une technique levain de seigle. C'est aussi simple que ça. Idéal pour les grosses pièces blanches, le pain blanc aux graines par exemple, des exemples de recettes, donc là c'est juste les quantités que j'ai mis ici. Et ensuite, en dernier, les associations. C'est ce que personnellement j'associerais avec ces types de pain. Donc moi sur du pain blanc, je suis plutôt sur des produits qui ont des matières grasses, comme les lardons, le fromage, les olives, voilà. Donc là je vous ai mis une liste de toutes les associations que moi je pourrais utiliser pour faire par exemple des produits variables ou même des produits salés du type snacking, les quantités que je peux mettre dans la pâte, les transformations à apporter à ces ingrédients là et des petites astuces sur le procédé de fabrication. Ensuite, on va voir les pains semi-complets. Alors là j'ai 3 propositions de base pour le semi-complet. 80% T80, 20% T110, levain T80. Vous voyez, à chaque fois vous avez les avantages, les caractéristiques et tout, comme dans les pains blancs. Personnellement, celui que je fais, c'est le plus optimisé. Plus complet, je pourrais le faire aussi, ça dépend vraiment de mes recettes. Mais en gros, voilà, vous avez les exemples de recettes pour être sûr que vous avez bien compris les quantités qui sont ici. Et ensuite, la idée d'ingrédients et transformation à apporter. Ça, c'est tous les ingrédients que j'ai déjà utilisés dans mes pains complets et les transformations que je vous recommande d'apporter. Par exemple, les graines de courge, c'est un très bon exemple. Une graine de courge, quand c'est pas torréfié, c'est dégueulasse. Je trouve ça obligatoire de bien torréfier les graines de courge. Donc ça, c'est les transformations que je recommande pour chacun des produits. Par exemple, les noix, pour un pain aux noix, je les trempe toujours au minimum 1 heure dans l'eau avant de les égoutter, de les laver pour les incorporer dans ma pâte. Pourquoi? Parce que ça va enlever l'amertume. Et je vous jure que ça change tout à votre pain aux noix. Donc ça, c'est vraiment des recommandations en or que je vous ai mis là. Ça a été testé et approuvé. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là, je vous ai mis mes favoris. Les pains complets et intégral. Donc là, c'est pareil, vous avez le tableau avec les quantités. Personnellement, je vous recommande les pains intégraux et plus particulièrement les intégraux au seigle qui sont vraiment une tuerie. Les exemples de recettes, comme d'hab, et là, je vous ai remis ce qu'il y avait plus haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les pains en farine sans gluten. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est des pains où on va rajouter une petite proportion de farine sans gluten. Donc là, je vous ai mis pareil des petites quantités avec des explications et des exemples de recettes. Donc 3 recettes que personnellement j'apprécie particulièrement. Le pain au maïs avec des idées d'ingrédients à rajouter, des associations que je vous recommande, ainsi que le pain au sarrasin, c'est pareil, et le pain à la châtaigne, c'est pareil. Voilà, donc là vous avez plein de petites idées à faire. Ensuite on va voir les pains de seigle aussi. Là je vous explique les différentes appellations, les exemples de recettes qui vont être vraiment très classiques. Pour du seigle, je mets pas d'ingrédients. En général, quand je fais du seigle, je fais du 100% seigle, ou alors s'il va y avoir du seigle dans un autre de mes pains, ça va être au travers du levain, ou peut-être dans un pain de campagne où je vais mettre une petite proportion de seigle. Mais voilà, pas plus. Donc à chaque fois je vous ai mis des exemples de recettes et les caractéristiques. Pour le procédé du seigle, vous aurez une vidéo dédiée dans la partie de la formation qui traite les procédés de fabrication. Ensuite, je crois qu'on en a un dernier, ouais, les pains atypiques. Donc c'est des pains que j'ai eu la chance de découvrir dans certaines boulangeries. Le pain à la drèche, c'était en Irlande, c'était des très beaux souvenirs. Le pain nordique, je l'ai vu aussi en République tchèque. Des belles petites expériences. Et du coup, j'en suis revenu avec des petites idées. Voilà, donc là je vous ai mis une petite description de ma recette. Le pain aux légumes. Alors là, je vous ai mis plein de variations possibles aussi que j'ai pu faire. Des petites recommandations. Par exemple, si vous allez faire du pain à la carotte ou du pain à la betterave ou encore du pain à la courge, qui est très très bon. Ça, je vous le recommande, ça marche super bien. En gros, on va mettre très peu d'eau, voire pas du tout. Parce que le légume, on va le cuire dans l'eau, il va être gorgé d'eau. Et donc, on va devoir hydrater très peu. Le pain à la drèche, là je vous explique aussi ce que c'est que la drèche. En gros, la drèche, c'est le déchet qui est produit après la fabrication de la bière. Donc c'est les grains qui ont été pressés, fermentés, et ça va faire une masse un peu fibreuse d'orge écrasée. Et ça, vous pouvez le récupérer en faisant des partenariats dans les brasseries et le faire refermenter avec un peu de farine pour en faire un levain par exemple et le mettre dans vos pains. Ça permet de valoriser un déchet qui peut être encore consommable et qui sera gratuit. Donc la moitié de votre quantité dans le levain sera gratuite. Si vous faites par exemple un partenariat avec une brasserie, ce que j'ai déjà vu, c'est des boulangeries qui vendent la bière de la brasserie directement dans la boulangerie, qui vont faire un pain à la bière avec la bière de cette brasserie. Donc vous avez plein de façons différentes de valoriser ces produits-là. Voilà, donc on a fini pour cette partie. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tous les conseils que j'ai essayé de vous donner. Et là, vous avez tout pour réussir une vraie gamme de pain au levain.